Bonjour les amis, je pense qu'on va y aller directement. Vous dire simplement merci pour la présence et nous remercions les amis marocains et français d'avoir une présence aussi dense. On est pratiquement cette année à 262 inscrits. Et peut-être même qu'il y a des inscrits qui se sont manifestés sur le site et qui vont peut-être se manifester de façon physique. On ne les a pas encore vus aujourd'hui. On va peut-être, cette année, on a essayé de faire un petit tour d'horizon sur le South FS, qui est la ville qui nous accueille cette année et dans laquelle trône notre ami Biaz, le chef de service qui s'occupe des troubles respiratoires du sommeil et qui a maintenant une autorité sur le territoire marocain public et même privé, je dirais. Et donc, on va lui passer la parole, mais je tenais à aussi noter et vous annoncer qu'on va créer une association africaine de langue française du sommeil avec notre ami Ousmane Ndiaye et puis les amis tunisiens et d'autres amis de l'Afrique subsaharienne. Donc ça, on va la créer en samedi après-midi de 16h à 17h. Je passe la parole à mon coprésident. Sans lui, on n'aurait pas eu tout le succès que nous avons avec les amis français qui viennent nous voir chaque année. Et je cite notre ami Robert Clavel. Je te passe la parole. Merci beaucoup. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, hein, à part ce qu'il a dit. Je suis pour rien dans cette association. Il l'a fait marcher très bien, il n'a pas besoin de moi. Je suis là simplement pour expliquer aux Français la beauté du Maroc, l'aspect sympathique, l'accueil qu'on a. Et ça marche très bien, parce qu'ils viennent. Donc, et je pense qu'ils viendront longtemps. Donc je ne peux que vous remercier de les accueillir, de nous accueillir, de la bienveillance que vous avez avec nous. Vous savez, la bienveillance, c'est très proche de la médecine. C'était ce qu'était la philosophie autrefois du temps d'Averroès. Averroès que vous connaissez bien. Averroès est bien connu ici. Et vous savez que Montpellier est une école d'Averroès. Aliati vous en parlera, je pense, demain. Et je voulais vous faire une surprise. Je voulais vous amener, parce que Fès est jumelé avec Montpellier. Et je voulais vous amener le comité de jumelage. Sauf que malheureusement, on a eu des élections il y a une semaine et que le maire a été nommé hier, il n'a pas reconstitué le comité de jumelage. Donc désolé, je me suis raté d'un an. Si on l'avait fait l'an prochain, je vous aurais amené le comité de jumelage. Voilà. Et merci encore. Donc, on passe la parole à notre ami Biaz, qui va nous parler de l'état des lieux des troubles du sommeil en 2025 sur Fès et sa région. Il va donc relater l'expérience du CHU de Fès. À toi la parole, Biaz. Donc, bienvenue à nos invités dans la ville de Fès, la ville impériale historique du Maroc, qui est reconnue pour son statut scientifique de longue date, et particulièrement par son université Al-Qarawiyyin, qui est la première université dans le monde arabe islamique et dans le monde. Donc, c'est difficile de parler de soi, mais comme on m'a demandé de parler de l'expérience du centre de médecine de sommeil du CHU de Fès,
Donc nous sommes maintenant à pratiquement de 18 ans d'expérience au niveau du CHU. C'était pas un défi uniquement matériel pour passer à un rayonnement local et puis régional et puis même avec l'Afrique. C'est aussi un défi moral. Donc ce que je veux transmettre, c'est que pour réussir ce type de projet, ce n'est pas un problème matériel, c'est plutôt un problème de transfert de valeur morale plus qu'un problème de transfert et d'acquisition de matériel et d'expérience au niveau scientifique. Et donc ce parcours-là, il était animé de certaines valeurs morales. Tout d'abord, la passion. Il faut avoir de la passion pour faire de la médecine de sommet. Sans passion et sans patience, on ne peut pas faire de la médecine de sommet, surtout dans notre contexte, pour démarrer à zéro et développer des pôles au niveau de la médecine de sommet. Donc il faut quand même avoir de la patience. Et il faut avoir aussi de la sens de transmission de savoir, transmission de valeurs morales. Et sans cette transmission, on ne peut pas évoluer dans notre pratique. Et donc ça a commencé, ce parcours, comme j'ai dit, avec ces valeurs morales. Il y avait un désir universitaire au niveau de la médecine de sommet en 2008. Et donc il fallait de la volonté pour y penser. Et il fallait déjà se préparer pour être patient, pour construire cette spécialité au niveau universitaire. Il fallait aussi être généreux de notre part, mais généreux, il faut avoir de la générosité au niveau des bienfaiteurs, parce que sans bienfaiteurs, cette spécialité au niveau universitaire n'aurait pas démarré. Et donc là, c'est un autre esprit qu'il faut développer dans le cadre de la santé au Maroc. Donc il faut revoir notre vision de publique et tout ça. Donc là, c'est l'importance des bienfaiteurs, comment gérer cette participation des bienfaiteurs. Et enfin, le savoir n'a de valeur que s'il est partagé. Donc on avait commencé, comme j'ai dit, à zéro. Et donc on avait commencé par de l'oxymétrie. Vous voyez cette oxymétrie-là qui est là. Donc c'était avec du papier, donc, avec un rouleau de papier. Et donc on faisait de l'oxymétrie avec le rouleau de papier pour voir chercher quelques troubles de sommeil. Puis on est passé à la polygraphie ventilatoire. Polygraphie ventilatoire en hospitalier. Hein. Donc il ne fallait pas perdre l'appareil. Il faut que l'appareil ne soit pas perdu. Donc, et cette amorce-là, c'était grâce aux bienfaiteurs. Donc on a pu convaincre les bienfaiteurs. Et ce qui nous a aidé aussi, c'est qu'on était intégrés dans une équipe soudée, et particulièrement l'équipe de pneumologie, qui a vu où on a vu naître cette spécialité. Et donc, on était dans un étage partagé avec la pneumologie, et on a commencé avec une chambre. Et là, il fallait prouver pour les autorités du CHU, et prouver pour l'utilité publique qu'il y a une spécialité qui s'appelle la médecine de sommet, et qu'elle pose problème, et qu'il faut investir. Et donc, pour prouver ça, il fallait quand même que les bienfaiteurs nous donnent un polysomnographe. Et donc, on a commencé par ça, c'est l'entrée de l'unité de sommet au départ. Et donc là, en 2008, entre 2008 et 2010, on était obligé de prouver que, par l'action, qu'il y a une spécialité de médecine de sommet qu'il faut développer. Et pour ça, on a préparé au niveau logistique tout ce qu'il faut, et particulièrement, il fallait préparer les questionnaires, il fallait traduire les questionnaires en arabe pour la population. Il fallait aussi intégrer les consultations de médecine de sommet dans le système informatique hospitalier, donc au début.
Et puis il fallait aussi former certains médecins. Donc on avait la chance en ce moment-là d'avoir la possibilité d'avoir des médecins attachés au niveau universitaire, au niveau du CHU. Donc on en a profité. Il fallait former le technicien. Et on formait des gens, et ces gens commençaient, et puis ils partaient. Il fallait reformer d'autres personnes, et ces personnes viennent, ils partent. Et donc, il fallait être patient. Et il fallait aussi sensibiliser la communauté, soit à travers les médias, soit à travers les conférences, soit à travers des ateliers au niveau local, au niveau régional. Et donc là, vous voyez ici une affiche qu'on avait dans le service de pneumologie, à l'entrée du service de pneumologie, qui parlait un peu grâce à nos amis prestataires aussi, donc je vois ici mon ami Bouhlel qui est là, qui avait participé avec cette affiche-là que vous voyez, donc qui parlait de renflement, qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'apnée du sommeil, que c'est grave, qu'il fallait consulter. Et donc on avait des malades recrutés parce qu'ils ont vu cette affiche. Ils venaient en pneumologie, des visiteurs qui visitent et comme ils ronflaient, ils entraient pour la consultation. Et on avait un médecin attaché formé, et on avait la télévision, donc on avait fait plusieurs interventions télévisées dans le cadre des journaux, pour montrer comme quoi il y a quelque chose qui s'appelle l'apnée du sommeil. Donc il fallait parler et il fallait le rendre un peu vulgariser cette pathologie. Et donc au lieu de parler de pharynx et tout ça, on disait que le malade, c'était une sorte d'étranglement répété du patient par la langue. Hein. C'est ça le sens, ça. Donc il fallait quand même vulgariser la pathologie et particulièrement on insistait sur le... Et donc ça, à chaque occasion qu'il y avait une journée mondiale sur le sommeil, ou bien à l'occasion du Ramadan, avec l'inversion du rythme de sommeil, on en parlait, et donc on profitait pour parler de ça. En 2010, le CHU est convaincu, donc on a pu avoir, après 2 salles de polysomnographie, on a pu avoir 2 autres salles de polysomnographie, avec 2 appareils, donc des vidéos polysomnographie. Donc ça, c'est les premières vidéos polysomnographie qu'on avait. Et puis, on a pu aussi penser à nos amis neurologues. Nos amis neurologues pensaient développer la vidéo-EEG, donc pour traiter l'épilepsie, les épilepsies réfractaires. Les épilepsies réfractaires nécessitaient qu'on fasse de l'enregistrement de longue durée. Et donc, on a y a pensé. Donc, on leur a proposé de s'intégrer à l'équipe. Et donc, on a pu avoir avec nous un professeur de neurologie qui s'intéressait à ça. Et donc, on a commencé aussi à faire de la vidéo-EEG pour les épilepsies réfractaires. Là, c'est notre première malade enregistrée. Donc, et là, c'est notre premier malade appareillé. Donc, qui a même été, qui a même parlé à la télévision lors d'un journal télévisé. Il a parlé de soi-même et de l'histoire de comment il s'est amélioré lorsqu'il a commencé à la PPC. Et c'est ça qui encourage les gens, qui sensibilise les gens. C'est le vécu des patients. Puis il fallait quand même qu'on passe à une autre échelle. Donc nous, notre objectif, ce n'était pas uniquement le SARS, c'était la pathologie du sommeil. Et donc, il n'y a pas que le SARS, il n'y a pas que les troubles respiratoires du sommeil, il y a aussi les insomnies, il y a aussi les troubles du rythme circadien, il y a aussi les maladies rares, les narcolepsies. Et donc, on a commencé à avoir des malades, les pédiatres qui nous adressaient de malades pour suspicion de narcolepsie. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même qu'on fasse les enregistrements du jour. Et donc, on a commencé à faire les tests itératifs de latence d'endormissement pour... et puis, il fallait quand même qu'on développe aussi, pour le premier malade, comme on avait assez de... Les rendez-vous n'étaient pas tellement serrés, qu'on faisait aussi de la titration presque systématique pour tous les patients. Donc, tous les malades chez qui on détecte le PPC et le SARS,
on faisait la titration, c'est-à-dire on les hospitalise, on les met sur PPC, on leur montre comme quoi le sens s'est amélioré. Et même pour nous, on se sent plus confiant lorsqu'on voit que l'IIH a disparu. Donc ça nous permet de nous réconforter. Puis on a développé des consultations, donc des consultations systématiques concernant les troubles du sommeil, particulièrement les insomnies, des consultations d'éducation particulièrement pour l'obésité. Donc on a pu avoir des nutritionnistes qui accompagnent les patients obèses, donc ils aident aussi à cette procédure. Donc vous voyez ici une séance d'éducation pour les patients obèses. Et donc, comme j'ai dit, l'objectif c'était pas... Et donc avec le temps, on a commencé à développer des expertises, notre propre expertise locale. Et c'est le premier élément de nos bases moraux, c'était tout d'abord l'expertise à différents niveaux. Il fallait quand même ne pas rester propriétaire du savoir, si on veut dire. Donc il fallait quand même décentraliser. Si je pars, qui va prendre le flambeau? Donc il fallait quand même penser à décentraliser. Ce n'est pas la ville de Fès qui devrait rayonner, mais c'est le Maroc qui devrait rayonner. Et ce n'est pas le Maroc qui devrait rayonner, c'est l'Afrique qui devrait rayonner. Et donc il fallait quand même décentraliser. Et pour décentraliser, il fallait prendre une stratégie particulière et donc penser à la pérennisation de ce projet. Et c'est comme ça qu'on a développé un pôle respiratoire pour ce qui s'intéresse aux troubles respiratoires du sommeil. On a vu, comme j'ai dit, on a eu la chance d'avoir, donc on s'est partagé une étage, le centre de médecine de sommeil et la pneumologie. Et donc on a eu la chance d'avoir de la vénie aiguë, d'unité de soins intensifs de pneumologie. Donc les malades, ils avaient la chance de sortir de l'unité de soins intensifs et qu'on les suit aussi pour leur ventilation invasive chronique pour les malades qui sont en hypoventilation. Et donc vous voyez ici, par exemple, une titration d'une patiente ici. Là, c'est le service de pneumologie avec la VIN. Un pôle cardiologique, et ça c'est un élément très important, les cardiologues ne s'intéressaient pas du tout au début. Mais après les épisodes de sensibilisation, je ne sais pas, est-ce que c'est grâce, c'est pas grave, c'est qu'avec l'avènement des cardiologues, on est maintenant à 1 an de rendez-vous. Parce que les cardiologues, il faut sensibiliser, ça y est, donc c'est le fléau de rendez-vous. Et pour ça, il ne fallait pas uniquement rester dans l'index d'apnée-hypopnée. Donc, dans le cadre de la recherche, on a commencé à s'intéresser à d'autres paramètres, et particulièrement à l'effort respiratoire. Donc, l'effort respiratoire, qui pour nous, maintenant, on pense que c'est un élément capital qui est sous-estimé dans la prise en charge dans le syndrome d'apnée du sommeil, à la charge hypoxique, qui est maintenant qu'on retrouve dans les nouveaux logiciels. Et vous voyez ici, on a acquis un appareil qui permet de chercher la ferrure respiratoire pour ne pas faire de publicité. Donc l'effort respiratoire par un capteur de sang trachial et aussi le Java qui permet de voir les oscillations mandibulaires. Le pôle neurologique, donc vous voyez ici, c'est les épilepsies. Vous voyez ici un enregistrement de longue durée d'un patient qui a une épilepsie résistante. Donc là, c'est de la vidéo-G et on est capable maintenant de synchroniser l'enregistrement de la crise avec l'enregistrement électrique. Donc si on trouve que l'enregistrement électrique est concordant avec la crise, on peut le proposer pour les chirurgiens, les neurochirurgiens, et on a pu obtenir des guérisons de l'épilepsie, et particulièrement de l'épilepsie temporale, chez des patients qui avaient une épilepsie pharmaco-résistante. Donc ça, c'est une crise temporale que vous voyez ici chez une patiente. Dans le pôle neurologie, on a aussi la narcolepsie. Donc maintenant, tous les malades chez qui on suspecte une narcolepsie, on les envoie au service, dans le centre. Et donc, c'est des malades qui nécessitent
un test itératif de l'antérodontologie. Ça, ce que vous voyez ici, c'est un malade historique. Vous voyez comment il est armé. Il se munit d'un manteau bien garni parce qu'il fait un état de mal cataplectique. Chaque fois qu'il entend un sang, chaque fois qu'on le parle, chaque fois. Et donc c'est un malade historique. Voilà, il est obligé qu'on le maintienne pour qu'on puisse pour qu'il puisse se déplacer. Donc c'est un malade qu'on nous a ramené et on a diagnostiqué chez lui une narcolepsie cataplexie. Bien sûr, dans ce cas-là, c'est évident, mais vous avez des malades qui n'ont que de la somnolence ou qui ne font que des cataplexies atypiques, qui nécessitent obligatoirement, selon les recommandations, de faire des tests itératifs de latence dans de la journée. Vous avez aussi le mouvement périodique de jambes. Nous avons aussi un pôle pédiatrique. Et donc là, tous les malades neuromusculaires, on a des enregistrements systématiques pour les malades neuromusculaires qu'on suit, soit pédiatriques, soit aussi les SLA, donc les scléroses latérales amyotrophiques. Donc on fait un dépistage selon un rythme qui dépend donc ça c'est un enregistrement de capnographie d'un malade qui est neuromusculaire. Vous voyez cette augmentation de la CO2 au cours de la nuit qui témoigne d'une hypoventilation nocturne. Dans le pôle pédiatrie, on suit aussi les maladies génétiques, particulièrement le Prader-Willi, la pinodystose. Donc il y a un professeur pédiatrique qui recrute les malades qui ont ces problèmes génétiques et qui nous adresse pour qu'on puisse les enregistrer. On a même un malade qui est sous PPC depuis pratiquement 14 ans, et qui a grandi, qui a pu garder sa scolarité. Et donc, c'est des malades particuliers qui nécessitent une coordination entre nous et les pédiatres. Enfin, les insomnies, c'est les consultations. Donc là, vous avez un agenda de sommeil. C'est des malades parfois chez qui on a besoin d'enregistrer. Vous voyez ce malade-là qui il fait un syndrome de jambes sans repos et qui n'arrive pas à dormir à cause de son syndrome de jambes sans repos. Donc vous avez cette diversité d'expertise qui a permis de diversifier le parcours de soins chez nos patients. Et notre souci, c'était là aussi la décentralisation. Et pour la décentralisation, il fallait quand même qu'on développe de la formation médicale continue pour les médecins. Et donc c'est là qu'en 2012, on a plaidoyé pour avoir un diplôme universitaire de médecine de sommeil. On a pu obtenir aussi un parrainage avec nos amis français, la Société française des maladies de recherche en médecine de sommeil. Et on a développé un partenariat et on a commencé la formation dans le diplôme universitaire de médecine de sommeil. Sauf qu'au début, comme la médecine de sommeil n'était pas encore connue, c'était trop lourd pour les gens d'avoir la pathologie du sommeil en totalité. Donc on était obligé de faire un diplôme universitaire à moindre échelle qui est adapté au contexte marocain. Et aussi, il fallait quand même qu'on développe notre autonomie de formation. Et donc ce diplôme-là, il a bénéficié d'une plateforme e-learning, donc pour le côté théorique. Les médecins viennent uniquement pour la partie, à partir de 2014, ils viennent uniquement pour les ateliers, les séminaires d'ateliers, et un stage d'une semaine dans le centre de médecine de sommeil. Et maintenant, on a même les Africains qui viennent pour faire le diplôme de sommeil. Donc on voit des amis ici africains qui ont fait le diplôme du sommeil chez nous. Donc on forme maintenant pratiquement, au début on faisait pratiquement 20 diplômés. Maintenant pratiquement on est à 35 médecins formés par promotion. Donc si on peut faire la somme, on serait maintenant à peu près à 300 médecins formés depuis le début du diplôme. Bien sûr, comme j'ai dit, maintenant on est à rendez-vous à une année
Donc on ne peut pas faire de l'hospitalier de tout le temps. Et donc il fallait développer aussi de l'ambulatoire. Et donc maintenant, on fait de l'enregistrement en ambulatoire, soit de la polysomnographie ambulatoire, soit de la polygraphie augmentée. Donc polygraphie augmentée grâce à cette détection de l'effort respiratoire. Soit, donc là, ça nous permet ce virage vers l'ambulatoire nous a permis de solutionner ce problème de rendez-vous et de garder l'hospitalier pour les cas complexes qui posent problème. Et c'est une évolution naturelle qui se fait dans ce sens-là. On a pu aussi acquérir de nouveaux matériels. Donc là, c'est de nouveaux matériels qu'on a acquis, ce qui nous ont permis aussi de décentraliser les enregistrements hospitaliers. C'est des matériels qu'on peut déplacer avec le caméra, avec tout ça, dans les différentes structures. Il reste 3 minutes, CBS. Ouais. Il fallait penser aussi à la recherche. Ah, c'est le problème de... Nous avons pu aussi avoir une nouvelle professeure avec nous, donc, qui s'intéresse au côté recherche. Donc, pour un centre universitaire, il faut quand même qu'on fasse de la recherche. Et donc, on est à une étape où on commence à publier pour nos malades. Professeur Hamdi Abir. Et puis la coopération, l'horizon c'est l'Afrique. Maintenant, donc hier un Africain nous a visité, il voulait aussi développer. Et donc il faut que le savoir n'ait plus de frontières. Et donc c'est la transmission des savoirs qui permet au savoir de continuer. Et donc la coopération sud-sud, et nous optons pour qu'on soit quand même un hub pour l'Afrique. Et Fès, qui était une ville de sciences, il faut qu'elle reste aussi une ville de sciences maintenant. Et le message final, c'est la patience et la transmission qui doit rester au service de l'humain. Bien sûr, ça ne peut se faire que grâce à une équipe. Donc vous voyez notre équipe ici. Donc, et aussi à nos amis, notre professeur Chakib Benjeloun, qui est le service de pneumologie qui nous a accueillis, nous a permis de démarrer au début. Donc, et bien sûr, l'avenir c'est du Sulfi. L'avenir, c'est les jeunes donc, que nous avons formés ici. C'est une promotion de médecins formés pour la médecine de sommeil. Et je vous remercie. Merci CBS pour ce retour en arrière sur l'histoire du service du CHU de Fès sur l'exploration du sommeil. Peut-être qu'on